Monsieur Luciano, vous avez 39 ans, docteur en droit international. Pourriez-vous vous présenter et nous indiquer ce qui vous a poussé à vous porter candidat à la mairie de Vallauris-Golfe-Juan? Comme vous l'avez dit, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons, l'un de 2 ans et demi, l'autre de 4 mois. Je suis un enfant de la commune de Vallauris-Golfe-Juan, j'y suis né, j'y ai toujours vécu. Mon père y est né, ses parents avant lui, et nous avons un amour profond pour cette ville. Et malheureusement, nous avons constaté au cours des dernières années son déclin, je serais tenté de dire inexorable hélas, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous lancer dans la campagne de ces élections municipales avec la volonté de changer les choses et de redonner à Vallauris-Golfe-Juan son lustre perdu. Un maire, c'est aussi une équipe, un programme. Pourriez-vous nous dire un petit peu plus de ce programme et de ce que vous comptez faire dans ce programme? Bien entendu, vous l'avez dit à très juste titre, ce n'est pas seulement un maire, c'est un maire, mais surtout, je suis tenté de dire, une équipe. C'est une équipe avec 34 personnes, outre moi-même, qui sont des gens profondément motivés et profondément compétents, avec une envie extrêmement forte de réformer notre ville et de lui redonner, comme je le disais précédemment, ses lettres de noblesse, en refaire un haut lieu de la céramique, un lieu où il fait bon vivre, un lieu où l'environnement est préservé, un lieu tout simplement où les gens sont heureux et vivent bien. Alors, vous êtes le seul candidat sans investiture. Le sans étiquette est un choix que vous revendiquez? Tout à fait, je le revendique. Je pense qu'il est important d'être indépendant. N'oublions pas qu'il s'agit avant tout d'une élection locale. C'est une élection de proximité et c'est une élection qui met en contact une ville et une équipe à dessein de la représenter. Et je pense que pour représenter au mieux les gens, il faut ne pas être encarté. Ce n'est pas que l'encartement soit quelque chose de mauvais, mais tout simplement pour pouvoir représenter au mieux chacune et chacun dans les différentes composantes de la population de la ville que je souhaite administrer. Alors en ce sens, que pensez-vous vous avez subi quand même de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux qui vous ont taxé d'extrémistes. Que pensez-vous de cette attitude? Je vais être très clair, ces attaques sont abjectes. Elles sont médiocres, elles sont infondées, elles sont mensongères. Et elles valent sans doute autant que ceux qui les propagent, qui les ont inventées surtout. D'autres malheureusement sont trompés, dupés, et ils répètent un certain nombre de choses qui sont fausses. Je vais vous dire, ces attaques, elles ne sont pas arrivées par hasard. Ce sont des attaques de la part de gens qui ont un bilan absolument désastreux. Ce sont des attaques de la part de personnes qui n'ont rien à proposer d'intéressant aux Valloriens et aux Golfe-Juanais et qui souhaitent tout simplement salir leurs adversaires pour espérer se faire réélire ou se faire élire. J'ajoute, si vous me permettez juste un instant, j'ajoute que ces personnes ont été capables d'insulter mon fils de 2 ans sur les réseaux sociaux, ce qui est absolument abominable. Que l'on s'en prenne à moi, à mes idées, je peux le comprendre, mais que l'on attaque ma femme, mes enfants, je trouve cela absolument abominable. Très bien. De nombreuses rumeurs circulent, cette campagne électorale semble être des plus violentes en termes d'attaque de vos concurrents. Beaucoup de choses ont été dites, par exemple que vous n'habiteriez pas la commune, et que dites-vous à ce sujet? Là encore, ce sont des aberrations. C'est presque se rabaisser que d'y répondre. Je vais vous dire, si je n'habitais pas la commune, pensez-vous que Mme Saluki m'aurait laissé m'inscrire sur les listes électorales et m'aurait laissé me présenter à l'élection? C'est tout à fait ridicule. Les Valloriens et les Golfe-Juanais me connaissent depuis 39 ans. Mon père a 72 ans, il a toujours vécu sur la commune, nous sommes connus. Tout le monde sait que nous sommes là, tout le monde sait que nous aimons profondément cette ville. Et c'est tout simplement ridicule de tomber à des bassesses pareilles, à des choses aussi stupides. Voilà. Dans un dessein de tromper les lecteurs toujours, et qui ne correspond à aucune réalité. C'est pour le moins on ne peut plus clair. La commune donc est fortement endettée. Que comptez-vous mettre en place en termes de solutions de désendettement, de financement et de gestion comptable de la ville? Alors vous soulevez un point qui est très important et très intéressant à la fois. Sans vouloir faire le procès de quiconque, j'observe que Mme Saluki prétend que l'endettement de la commune a beaucoup baissé, ce qui est faux, ce qui est contredit, non pas par moi, bien entendu, mais qui est contredit par les chiffres qui
qui sont fournis par le ministère de l'économie et des finances, puisqu'il apparaît qu'entre 2014, au moment où elle prend ses fonctions à la mairie, et 2019, puisque nous n'avons pas le budget 2020 qui n'a pas été voté, comme vous le savez, que cet endettement par habitant, c'est ça qui est intéressant, a augmenté environ de 250 € par habitant sous le mandat de Mme Salucchi. Donc effectivement, il y a un problème d'endettement. C'est un endettement qui est très élevé par rapport aux villes de même strate en termes de population, près du double. Et c'est surtout un endettement qui est un endettement que je qualifierais de non productif, ou en tout cas un endettement qui ne vise pas à l'avenir, mais un endettement qui sert à payer des frais de fonctionnement, puisque ces frais de fonctionnement représentent environ 75% du budget de la commune. Donc cet endettement doit évidemment être jugulé. Il doit l'être par deux biais. D'abord, la réalisation de certaines économies en termes de fonctionnement. Et ensuite, il doit l'être également en accroissant les ressources financières de la commune. Je pense bien entendu aux ports qui vont revenir dans le giron de la commune en 2023 et en 2024. Et là, nous aurons nécessairement un levier d'action important pour avoir davantage de fonds pour la commune. Et je pense également à un certain nombre de mesures, notamment aller chercher des subventions, ce qui n'a pas été fait, ou en tout cas de façon très insuffisante. Ok, donc vous seriez prêt à faire éventuellement un audit sur cette... Tout à fait, j'ai annoncé dans mes réunions électorales de premier tour que, immédiatement, si nous sommes élus, nous lancerons un audit des finances de la commune, ce qui permettra d'informer chacune et chacun des citoyens de cette commune de l'état précis de la situation. Et ensuite, je ferai chaque année, non pas un audit, mais je présenterai chaque année à la population les états financiers de notre ville pour que chacun sache exactement ce qu'il paie et quelles sont les contreparties de ce qu'il paie. Je pense que c'est un devoir de transparence que nous avons vis-à-vis de nos concitoyens et que c'est quelque chose de très important qui nous permettra également d'avoir sous leur contrôle sans doute une gestion plus sérieuse des deniers publics. Très bien. Que pensez-vous, Kevin, je vous appelle Kevin, si je vous en prie, avec plaisir. Que pensez-vous, Kevin, de l'image de la ville et quels axes souhaitez-vous mettre en place pour la faire évoluer, le cas échéant? Alors le problème de l'image de la ville, c'est qu'elle est fortement détériorée, hélas, mais cette image ne correspond pas à la réalité. On a l'impression parfois, lorsqu'on écoute certaines personnes, notamment lorsqu'on sort de la ville de Vallauris-Colfejean, que c'est une ville qui serait dangereuse, que c'est une ville dans laquelle il faudrait presque se promener avec un gilet pare-balles. Or, cela est faux. Il va falloir casser cette image qui ne correspond pas à la réalité, et il va falloir bien entendu renvoyer une image beaucoup plus positive. Mais cette image ne sera pas cassée seulement par des discours. Cette image sera cassée aussi par des actes, et notamment avec une ville qui soit plus propre, une ville dans laquelle les incivilités seront beaucoup moins importantes, et une ville où il y aura de nouveau un rayonnement artistique et culturel qui permettra de faire venir des observateurs extérieurs qui, eux, pourront témoigner partout, dans des journaux spécialisés, le cas échéant à la télévision également, que Vallauris-Colfejean, ce n'est pas du tout l'image qui est actuellement renvoyée, et je le répète, qui ne correspond pas à la réalité. En tout cas, qui correspond très imparfaitement à la réalité. Mais ça m'amène à la question suivante. Vous revendiquez une tolérance zéro en termes de délinquance et d'incivilité. Vallauris-Colfejean est-elle une ville dangereuse, comme vous venez de le dire? Absolument pas. Vallauris n'est pas une ville dangereuse. Vallauris est une ville dans laquelle il y a, hélas, vous l'avez dit, beaucoup d'incivilités, et il va falloir être très ferme vis-à-vis de ces incivilités. Je pense qu'il faut utiliser toute la panoplie des moyens qui permettent d'y remettre au bon ordre. Je pense notamment à l'instauration d'une brigade de l'environnement qui pourra verbaliser les contrevenants. Je pense également à l'usage des caméras et plus particulièrement même à l'usage de caméras nomades qui pourront être utilisées ponctuellement sur des points où il y a des incivilités afin de sanctionner les contrevenants et d'y remédier. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique en matière de stationnement et quelle suite comptez-vous donner à la gestion de ceux-ci par le délégataire? C'est une question cruciale à laquelle vous touchez là, celle du stationnement. Comme vous le savez, Madame le maire, dans sa campagne électorale de 2014, s'était engagée à faire annuler ses contrats Vinci. Bien loin de cela, elle n'a tenté aucune action.
et elle a négocié à la marge avec le délégataire, ce qui a conduit à un renchérissement du coût pour les Valoriens et les Golfe-Juanais. Je pense qu'il faut être très clair à ce sujet. Je vais essayer, je ne dis pas que je vais y parvenir, je vais essayer de remettre en cause ces contrats en les faisant analyser juridiquement, puisque je ne les ai pas malheureusement, mais en veillant bien à y trouver un certain nombre de failles qui permettraient, le cas échéant, soit de les faire annuler, soit de les faire résilier, si cela est possible, et si cela se fait avec des perspectives, de bonnes perspectives de succès. Et si d'aventure il s'avérait qu'il était trop difficile de les remettre en cause, dans ce cas, je négocierai directement avec le délégataire pour obtenir davantage de gratuité et pour le faire contribuer davantage à un certain effort. Je pense notamment à la crise du Covid qui va coûter très cher aux contribuables du fait de la gratuité qui a été décidée. Je pense que le délégataire doit lui aussi prendre une certaine part dans ce coût puisqu'il bénéficie aussi d'un contrat qui est très avantageux pour lui. Et je pense également qu'il devra être contrôlé beaucoup plus strictement parce que de nombreuses clauses du cahier des charges actuellement ne sont pas respectées, ou ne sont pas en tout cas correctement mises en œuvre, et que la municipalité a le devoir, lorsque c'est le cas, de sanctionner le délégataire, de le sanctionner financièrement, ce qui permet là encore de réduire les coûts pour la municipalité.